Rebonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour parler un peu de Coordate, notamment avec tout ce qu'on a pu voir cet été. Donc l'idée est de voir les impacts, les tendances et surtout les actions à pouvoir déployer derrière. 3 petits points à retenir, c'est que ce webinaire est enregistré, donc il y aura bien un replay, il sera disponible sur notre site web, YouTube. Donc pareil, on va partager après avec des personnes qui souhaiteraient visionner, revoir. Vous avez un onglet questions directement sur la plateforme, donc n'hésitez pas à nous poser des questions en live. On essaiera de monitorer avec Nicolas et puis de pouvoir y répondre sans problème et puis même avec plaisir. Et pour les prochains lives, pour les prochains points, donc on vous a partagé les pages LinkedIn d'Ifen et de Systrix. Aujourd'hui, j'ai Nicolas avec moi pour évoquer ce sujet. Et puis, si tu veux, Nicolas, je te laisse la parole pour que tu puisses te présenter. Je suis Nicolas Audemars, j'ai découvert le SEO en 2011, un peu par hasard, et puis je suis tombé dans la marmite, et puis je me suis passionné pour ça, et petit à petit, ça marchait plutôt bien pour moi, et Systrix est venu me voir pour me demander si je voulais bien représenter l'outil en France. C'est en 2018, et puis donc du coup, petit à petit, on a fait du chemin pour imposer ce merveilleux outil en France et qui aujourd'hui, parmi, s'il n'est pas encore au premier, ça va pas tarder. Ah mais tiens, tu parles de Systrix, tu viens de t'afficher la page. Ouais. Qu'est-ce que Systrix que c'est? C'est un outil qui te permet d'analyser la visibilité. Pourquoi c'est important la visibilité? Parce que souviens-toi, il y a encore quelques années, tout le monde, en France en tout cas, parlait de position. Dire, je suis troisième, je suis second, je suis premier. Mais et nous, on disait, mais non, mais écoute, ça veut rien dire être premier. Parce que si tu as les ads, tu as les images, tu as les PA, tu as la carte, le pack local, tu as beau être premier, mais tu es invisible. Ce qui compte pour toi, c'est pas être premier, c'est être visible. Non et donc, du coup, Systrix, ça fait quoi? Ça fait un peu plus de 17 ans, créé l'indice de visibilité pour savoir si tu as gagné ou pas en visibilité, c'est-à-dire visible, de manière visible, pas les positions type un tableau. Et donc ça, c'est sur Google, évidemment, comme c'est historique. Et puis, on le mesure également sur l'IA. Est-ce que tu es cité par les IA, mais à quel rang dans les IA? Est-ce que ton concurrent est cité avant ou pas? Et puis pareil sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou YouTube, par exemple. Voilà, après, il y a des fonctionnalités classiques d'analyse concurrentielle. Est-ce que, ok, moi j'ai une visibilité de 3, mais qu'est-ce que ça veut dire 3? C'est beaucoup, c'est pas bien. Il va falloir comparer avec tes concurrents qui se positionnent sur le même keyword. Et donc là, tu peux voir si tu as des marges de progrès. Ou au contraire, dire, ok, là, on a une position stable de leader, on va essayer de la renforcer. Tu vois, ça te permet de voir ce que fait de bien la concurrence, ce qu'ils font de mal, comment tu peux en profiter, évidemment. Et puis après, on va parler d'algorithmes justement global qui changent. Et regarde je t'ai mis un extrait d'un indice de visibilité. C'est qu'on voit par exemple Doctissimo. Vous vous souvenez de ce site qui prend des chutes qui perd de la visibilité au fur et à mesure des années, et ça n'empêche pas l'émergence d'un Health Care qui fait un travail fantastique. Et donc on peut le voir. Donc même dans les secteurs médicaux, on peut détecter des choses qui sont intéressantes, voilà, comme ça. Voilà. Merci Nicolas. De mon côté, Merich, consultant SEO. Alors je ne sais pas depuis combien d'années, l'année exacte en tout cas, ça fait 12 ans. Donc je vous laisserai calculer pour voir ça fait combien d'années que je suis dans le monde du SEO. Je représente aujourd'hui Ifen, donc une agence de conseil en stratégie de référencement naturel. Donc on ne fait que du SEO avec des seniors experts, des personnes passionnées et puis surtout engagées. On va du conseil stratégique jusqu'à l'exécution. Donc on a un pôle conseil, mais également un pôle contenu, netlinking. On fait de la formation et puis on a également des outils en interne. Et puis on s'appuie également sur des partenaires comme Systrix pour avoir cette visibilité côté web.
Donc notre mission est de créer un référencement naturel, sur mesure, adapté à chaque organisation et à chaque problématique. Pourquoi ce webinaire? Oui. Vous êtes basé à Toulouse, à la Ville Rose, ça. Alors Mathieu est à Toulouse, c'est ça. Donc on a alors la chance qu'on a côté IFEN, donc c'est qu'on est en full remote, et donc en fait ça nous permet de récupérer les meilleurs consultants partout en France, mais pas que en France. Et du coup, ça nous permet aussi d'avoir cette notion de local et d'avoir cette approche localité aussi à côté SEO, directement avec des personnes sur place. Alors pourquoi ce webinaire? Donc trois points. Le premier point, donc comme on l'a évoqué en début de session, donc c'est vraiment faire un petit focus sur ces updates Google, donc comprendre un peu ce qui s'est passé depuis cet été, à savoir qu'on a eu 2 mises à jour, un core update et puis un spam update, donc courant septembre. On est face à un marché qui est en mutation avec l'explosion des contenus générés par IA. Et donc, on s'est posé la question avec Nicolas, donc en préparant ce webinaire, à se dire est-ce que c'était la cible principale de cette mise à jour, tous ces contenus qui sont générés par des IA, par des outils. Donc, on l'évoquera dans quelques slides. Et puis, le troisième point, c'était de pouvoir anticiper, donc identifier des facteurs de réussite, mais également des facteurs qui auraient pu faire perdre de la visibilité, des positions. Et on finira donc avec une partie checklist de bonnes choses à mettre en place pour pouvoir essayer de remonter la pente si jamais c'est le cas. Et on ne l'espère pas. Donc, 5 parties dans ce webinaire. Donc, présentation des core updates, une rapide introduction à ce que c'est. On va parler des données tendances marché. On va voir un peu les winners et les losers. On va parler de core updates avec les principaux changements observés. Et donc, je laisserai la parole à Nicolas sur cette partie-là. Et puis, donc, on fera un petit case study avec Groupama, avec une analyse de la reprise en 2025 et de montrer un peu comment on s'y est pris. Questions-réponses en dernière partie, mais encore une fois, donc n'hésitez pas à nous poser vos questions en live. On a à peu près 45 minutes devant nous pour aborder ce sujet. Et donc, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet tout de suite, avec une petite présentation de ces core updates. Alors, une petite introduction, donc à savoir un peu comment ça marche, qu'est-ce que c'est un core update. Donc, globalement, dans l'année, on a 3, 4, parfois 5, mais pas plus. C'est assez limité, et puis on sait que quand ça arrive, en fait, les résultats de recherche, donc les SERP, sont animés pendant cette phase. C'est une phase où Google va ajuster son algorithme, va mettre en place de nouveaux critères, parfois va pondérer. Du coup, l'impact derrière, c'est un classement qui est révisé, qui est revu. Il peut, en fonction de son update, viser certains secteurs bien précisément, ou alors ça peut être plus général. Et puis, donc, quand on est impacté par ces core updates, on sait qu'on a une fluctuation qui est plutôt importante. Ça peut arriver pendant cette core update, donc en général qui dure à peu près 3 semaines. Ça peut arriver après, et puis parfois ça peut même arriver avant cette communication officielle. Donc encore une fois, donc on est capable de voir ces mouvements arriver avant une communication officielle de la part de Google. Ce qui est important ici à retenir, c'est que cette mise à jour ne cible en aucun cas un site en particulier. Donc on parle vraiment d'un core update, et donc l'impact est visible sur plusieurs sites, et on n'est pas le seul à être impacté. C'est pas ça la différence des pénalités manuelles où c'est que tu es avisé sur la Search Console, sur ta Search Console, et là tu dis ok, c'est toi qui as fait du mauvais travail, c'est pas quelque chose de global, effectivement. Donc une précision exactement importante, ça. Et puis pour revenir à ces 2 mises à jour, donc comme j'évoquais tout à l'heure, donc celui de juin, on sait que ça avait une portée mondiale. Toutes les langues sont impactées, ce n'est pas que la France. Et puis donc dans la communication derrière, on sait que l'objectif, c'est de mieux faire apparaître du contenu pertinent et satisfaisant pour l'internaute. Donc c'est le challenge de Google tous les jours, mais encore plus du coup lors de ces updates. Côté sur ce mois d'août, et puis un spam update qui est fini courant septembre. L'objectif ici, c'est de viser à renforcer des filtres, donc anti-spam. Donc c'est identifier ces petits sites, justement, ou c'est parfois des gros sites qui auraient de mauvaises pratiques en SEO,
Et donc, l'idée, c'est de les rattraper avec ce filtrage et pouvoir les déclasser. Le point commun entre ces 2 updates, donc c'est encore une fois, c'est toujours lié à l'utilisateur et donc pour ça, donc un filtrage donc sur la partie contenu, donc que ce soit du textuel, du visuel, du serviciel, mais toujours autour de la qualité, de l'utilité et de la fiabilité des informations qu'on donne. Côté Google, donc comme je le disais, donc on a 4 à 5 par an. La plupart du temps, il n'y a pas de communication claire, à part juste dire j'ai mis à jour, la mise à jour est terminée, c'est live. Mais par contre, ce qu'on sait sur ce monde du SEO et du web plus globalement, donc on sait que les contenus ont explosé. On a beaucoup plus de contenus sur le web. Donc d'après les derniers chiffres, on parlait de 5 fois plus de pages à aller récupérer, à analyser pour ces robots de Google. On sait qu'il y a de la dilution de la qualité. Plus les contenus sont générés par de l'IA, plus il y a de la duplication, de la reformulation. Donc Google se retrouve avec des contenus qui sont similaires et une grande partie du temps sans valeur ajoutée, avec des contenus très génériques. Et puis donc l'objectif de Google sur cette partie-là, c'est de pouvoir maintenir un moteur qui est utile et fiable pour l'internaute au risque de le perdre. J'ai partagé aussi un petit chiffre ici, donc on parle de 30% des pages aujourd'hui sur le web qui seraient générées à partir des modèles d'IA directement. Donc c'est une étude académique qui le montre, et puis en termes de projection, donc on devrait s'approcher, d'après cette étude, des 40% dans pas longtemps. Donc ça veut dire que quasiment un contenu sur 2 à terme, donc d'ici quelques mois, en fait seraient des contenus qui ont été générés alors en partie ou intégralement par de l'IA derrière. C'est incroyable quand même, tu t'imagines que le web il est énorme, mais malgré ça, tu as ces pourcentages de générés par l'IA, c'est vraiment, ça me paraît waouh, vraiment énorme. Exactement, en termes de volume de l'autre côté, mais côté Google, c'est vraiment de pouvoir évidemment de pouvoir distinguer. Donc c'est-à-dire qu'une fois sur 2, le contenu ne sera pas réellement généré par un expert, pas une personne qui maîtrise la chose. Et donc se dire chaque fois je dois faire le tri systématiquement pour comprendre si je fais confiance ou non au domaine, à l'auteur, etc. Alors, on va y revenir sur ce critère justement de faire confiance à l'auteur et au domaine, on en parlera. Alors un petit quiz, qu'est-ce qui a gagné, Méris? Petite question, alors ce qui a gagné, je crois que c'est 14 jours d'essai de Systrix, c'était ça? Exactement, c'est ça, et effectivement. C'était pas prévu, mais alors, je sais que vous avez... Ouais, mais c'est avec plaisir, Et alors, petit quiz, quelle est la question? Après une core update, qu'est-ce qui explique le plus souvent les baisses? Une pénalité manuelle, une repondération des signaux de pertinence et qualité, un bug dans la Search Console? Vous avez une idée? Méris a la réponse. Est-ce que Mathieu, il dit la B? Est-ce que tu es sûr, Mathieu? Je ne suis pas... Réponse C, ok. J'aime aussi quand c'est le C, mais non, malheureusement non, la plupart du temps. Repondération des signaux de pertinence. Et pourquoi c'est ça, c'est la bonne réponse, Méris? Alors, concernant la raison, elle est simple. C'est parce que le bug côté Search Console aurait été cool, mais ça aurait été confirmé visible que sur la Search Console, alors qu'on a d'autres outils derrière. Et puis on sait que juste cette Search Console n'est pas la raison principale. La pénalité manuelle, comme tu disais tout à l'heure justement, Nicolas, c'est que une pénalité en fait cible un site, parfois des pages, parfois un silo d'un site, mais par contre pas le web entièrement, pas tes concurrents ou pas les autres sites du même secteur. Et donc il suffit en fait tout simplement d'aller voir la concurrence et voir si on est le seul à perdre ses positions pour pouvoir en tirer des leçons et se dire est-ce que c'est algorithmique ou est-ce que c'est un filtrage qui a été fait manuellement. Et donc là on aura la réponse dans la Search Console. Okay. Deuxième question, donc alors une question ouverte. Donc j'ai mon site qui perd 10 places sur sa requête stratégique. Alors selon vous, quelle serait la meilleure réaction? Est-ce qu'on irait réécrire immédiatement, retravailler le contenu de cette page? Est-ce qu'on se dit qu'on attend 1 mois, 2 mois pour voir si ça remonte? Ou alors est-ce qu'on se dit non, je vais d'abord aller analyser mon contenu, mais également aller voir la concurrence
et puis ajuster si besoin. Bon, tout réécrire immédiatement, il faut avoir. C'est un gros site, c'est un gros challenge, hein, on va dire. Réponse B, attendre 2 mois pour voir si ça remonte. Laisser passer le train qui passe, comme la roue qui tourne, qui tournait, non? C'est un petit peu. Voilà. Et la réponse C, analyser le contenu de la concurrence. Moi, perso, je serais plus sur cette réponse. Et en plus, qu'on a des outils qui permettent de le faire, c'est encore mieux, non? C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, effectivement, de pouvoir estimer. Mathieu, bonne réponse d'Alban. Analyser, alors analyser, alors on parle vraiment avec cette réponse C, on parle d'une analyse rapide, donc avant même d'attendre 2 mois. Donc c'est une analyse, donc juste pour confirmer des faits actés. Et puis donc derrière, bien sûr, qu'il faudra prendre un peu plus de temps pour pouvoir réfléchir à ce qu'on va faire sur la page ou sur le site. Mais en tout cas, l'analyse doit être immédiate pour pouvoir intervenir rapidement. Alors, ouais, pour les on le verra tout à l'heure. Tu as un super exemple avec, c'est avec Groupama sur le thème de Core Update. Parfois, il faut attendre beaucoup plus que 2 mois. On le verra ensemble. Restez jusqu'à la fin, vous allez voir, il y a un bonus. Donc, dans notre exemple ici, donc dans la question plutôt, on parle d'un site e-commerce. Donc, le trafic du blog chute. Mais par contre, pas les fiches produits. Donc, on voit qu'il y a une partie du site qui est impactée. Et du coup, je vous demande, si vous mettez dans la peau d'un consultant SEO, selon vous, quelle est la raison? Est-ce que c'est un maillage interne qui est devenu inutile? Est-ce que ce sont des articles de blog qui ne répondent plus assez à l'intention de recherche? Donc, ça peut être un changement d'intention de recherche. Ou alors des concurrents qui le font mieux que nous, ou alors se dire que la popularité de mon site a baissé, ou tout simplement peut-être les 2 ou les 3 réponses. Alors ça va passer à B, ok, B. En fait, elle se rapproche, mais non, ce n'est pas ça. Voilà. Et par contre aussi, je cumule Alban et la réponse de Mathieu, donc j'irai dans ce sens. Donc de mon côté, alors il y a une priorité certes autour de l'intention de recherche qui pourrait impacter la raison, mais en fait, dans ce genre de cas, en fait, il faudra reprendre un peu les 3 points et surtout d'écarter aucune hypothèse dès le début, de ne pas avoir de préavis, se dire ce n'est pas forcément le A, ce n'est pas forcément la B ni la C, donc il faut se dire on a un problème, on audite, on creuse, donc on va revoir forcément donc, ces 3 KPI, ces 3 points, analyser en profondeur pour comprendre si oui, il y a un problème ou non. Et c'est parfois super difficile quand tu es un consultant SEO interne, tu vois ton site de tous les jours et tu te dis, mais tu le connais par cœur et tu as l'impression que tout est OK, tu ne comprends pas la chute, même en utilisant des outils. Ça peut être utile de consulter un avis externe d'une agence qui va avoir des yeux neufs sur la situation. Il va reprendre tout à plat et te dire, OK, regarde, c'est ici que ça déconne, tu ne l'avais pas vu, c'est normal parce que tu es pris dans l'inertie. Et ça peut être intéressant. D'ailleurs, est-ce que tu connais une agence qui est capable de faire ça, au hasard? Je connais quelques agences, mais non, je ne vais pas citer de nom ici, et surtout pas la mienne. Mais comme tu dis, en fait, il y a des outils en fait, déjà qui nous permettent de comparer. Donc, aujourd'hui, on ne manque pas d'outils. Ces outils permettent de comparer des crawls, tout simplement, très basiquement, et donc de pouvoir voir un peu ce qui aurait pu changer. Donc, en général, on demande à garder cet historique, donc que ça soit côté log, côté positionnement, côté crawler. Donc, j'ai envie de dire, que ce soit en interne ou en externe, en fait, tant qu'on a bien setupé ces outils, on devrait pouvoir prendre la hauteur, en tout cas suffisamment d'auteur pour pouvoir rediriger derrière. Et encore une fois, donc, sans mettre aucune hypothèse de côté, se dire, OK, qu'est-ce que je remarque, qu'est-ce que je constate. Et puis après, chez IFE, vous faites ça, par exemple, s'il y a une boîte, je ne sais pas moi, une petite banque qui prend un cachot via le Core Update, mais qui ne sait pas comment s'en sortir, vous pouvez les recevoir, par exemple, pour pouvoir justement avoir cette analyse-là? Alors, côté IFE, non, pas vraiment. Non, on reste plutôt, nous, sur de l'accompagnement plutôt long-termiste. Donc, on n'est pas là que pour auditer. On ne le fait pas. On audite seulement si derrière, il y a vraiment une vision stratégique à mettre en place. Donc, sur du ponctuel, alors je laisserai derrière mon boss pouvoir répondre à cette question, mais moi de mon côté, en tout cas sur ce que j'ai pu voir jusqu'à présent, on est une agence de conseil, et donc on ne va pas juste faire
une analyse ponctuelle pour dire le problème est ici et le problème est résolu. Donc on va essayer d'être là dans la durée, donc vraiment de prendre le sujet et puis montrer en fait tout ce qu'on peut apporter derrière. Vale. Merci pour vos réponses. Et puis, donc, rentrons encore une fois un peu plus dans le vif du sujet. Et donc, je m'étais posé la question, donc moi-même, donc de savoir en fait qui a gagné, qui a perdu cet été. Et donc, on s'est intéressé un peu aux données et aux tendances du marché. Donc, comme je l'ai évoqué un peu plus tôt en séance, donc savoir que c'est un impact qui est global sur la visibilité. Et la France n'est pas épargnée, donc c'est vraiment une mise à jour complète du web. Beaucoup de volatilité avec des gagnants, des perdants très nets, et puis selon des secteurs bien identifiés, bien ciblés. Donc par rapport à cette corbette, donc ce qu'on a pu nous constater de notre côté, donc c'est une forte fluctuation des positions dès le début du corbette. Et puis sur un des projets sur lesquels je travaille, cette modification s'est faite le dernier jour. Donc c'était le 17 juillet. Donc sur les premiers jours, aucun impact, aucune modification. On s'est dit, mince, le corbette ne nous a pas aidés. Mais la réalité, c'est qu'on s'est réveillé le 17e jour, donc le jour où elle a annoncé, a fait un tweet en disant ça y est, c'est terminé. On a vu qu'on avait gagné, qu'on était revenu à ce qu'on avait pu perdre à la fin, juste avant ce corbette. Donc je reviendrai pareil sur ce sujet en fin de call, à la fin du webinaire avec le cas concret. Une volatilité du coup qui s'est prolongée jusqu'à fin septembre puisque cette update a été poussée par un spam update. On a vu que des gagnants consolidaient leur visibilité et certains sites subissaient de pertes vraiment importantes. Alors, peut-être on peut se poser la question, et l'audience se la pose. Comment je sais si je suis impacté par un core update? Non, parce que tu dis, c'est peut-être notre facteur. C'est parce que j'ai des pages qui sont même moins appréciées à ce moment-là, mais c'est pas forcément le core update. En fait, la réponse, c'est que tu prends ta courbe de visibilité, si tu vois que tu es à peu près stable, ou tu crois d'une manière régulière, et que d'un coup, tu prends un pic de visibilité ou une baisse forte sur la période, ou au moment où entre les deux, entre le début et la fin, c'est que oui, tu es affecté par le core update. Et alors là, oui, il va falloir t'inquiéter et trouver des solutions pour y remédier. Et puis en général, l'impact derrière, c'est qu'on ne perd pas, comme tu dis en fait, Nicolas, c'est vraiment des gros pics. C'est-à-dire que quand on est gagnant de ce core update, on ne va pas gagner une place, on ne va pas perdre une place. L'impact est beaucoup plus visible. Concernant les secteurs les plus touchés, alors je me suis basé sur l'outil Systrix. J'ai essayé de faire un peu le travail de mon côté dans un premier temps avant de laisser la place à Nicolas. Mais de ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a des verticales sensibles qui ont été impactés, des sites médias et d'actualité. J'ai noté des sites e-commerce, de la thématique assurance, finance également, qui semble être fortement impactée, et puis sur la partie santé. Donc j'ai essayé d'un peu de regarder ces différents sites, noter des points communs, et finalement la première piste que j'ai pu voir de mon côté, donc ce sont vraiment des sujets qui sont liés à la confiance et à l'expertise sur ces gagnants et perdants. Donc ceux qui arrivent à remonter, à montrer cette confiance, cette expertise à travers la page en question, a généralement gagné des positions où c'est maintenu, et par contre dans l'autre sens, j'ai noté des baisses de position. Donc pareil, avec ce top 20 des gagnants. Donc pareil, un point commun en ressort. Donc ce sont majoritairement des sites à forte autorité éditoriale, mais également institutionnelle. Dedans, on a également des plateformes de référence, donc type Wikipédia, YouTube, le dictionnaire, etc. J'ai également noté des acteurs culturels et médias, Radio France, Canal+, Universalis, etc. Cette analyse me fait penser à l'instant T, en tout cas. Donc, on parle vraiment d'oscillation également derrière. Donc, il y a des sites qui étaient là dans le top 20 qui sont sortis, d'autres qui sont arrivés. Mais cette deuxième piste me fait penser que la popularité et l'autorité du domaine impactent et redistribuent les cartes. Ouais.
Et d'ailleurs, il y a un cas intéressant sur le Canal+, par exemple, qui livre une bataille contre Netflix, évidemment, hein, qui est la populaire plateforme. Et il y a un article qui a été écrit, si vous mettez SO, Canal+, Netflix, vous allez retrouver la bataille, quels sont les enjeux, comment la gagner. Tu verrez que comment Canal+, c'était canal.fr, ensuite ils sont passés à canal+.fr, etc. Et comment ils s'en sortent pour aujourd'hui gagner, tu vois, encore une fois sur ce core update, près de 31 points de visibilité. D'ailleurs, 31 points de visibilité, c'est beaucoup. Hein. Si vous allez tester votre site sur Systrix pour savoir combien de points vous avez, vous allez voir qu'avoir un point de visibilité seulement, c'est quand même compliqué. Il y a à peu près uniquement, je crois que c'est 92% des sites qui ont plus d'un point de visibilité. Donc, c'est intéressant de voir comment font les gros avec des études de cas. Justement, on parle de Radio France, de Canal+, mais il y a l'autre cas de Ouest France. Ouest France, .fr, le journal que vous connaissez tous. Eh bien, quelle technique on utilisé Ouest France au fil des années pour être aussi populaire, aussi visible? Eh bien, il y a un article, pareil, vous mettez SEO, journaux, Ouest France, par exemple, dans votre barre de recherche favorite, et vous verrez un cas que j'ai traité sur Systrix, dans lequel vous verrez des techniques comme acheter des sites populaires sur des thématiques et les mettre en sous-domaine. Et comme ça, tu bénéficies de la visibilité du site pour ton domaine principal. Et plein de techniques comme ça, et c'est très intéressant quand on voit ça. Et puis, donc là, aujourd'hui, quand on voit que c'est encore des gagnants, c'est qu'ils se forcent probablement, ces gros sites, ils ne sont pas là par hasard. Oui, je ferai aussi une petite parenthèse pour YouTube, donc, qui arrive en position numéro 2. Et ça montre clairement donc, ce qu'on se dit dans le monde du SEO depuis maintenant plusieurs mois. On parle d'une SERP, donc des résultats de recherche qui sont de plus en plus diversifiés. Et clairement, donc, YouTube, on sait que c'est Google, mais on voit de plus en plus d'encarts visibles avec des vidéos, des shorts, mais également directement des liens dans Google. Et encore une fois, donc, c'est tout simplement donc, le comportement d'un internaute qui change, qui varie, donc qui cherche plutôt YouTube derrière ses requêtes ciblées. Et du coup, naturellement, YouTube arrive en tête de liste. Et donc ici, dans ce classement en deuxième position, mais côté SEO, on le voit. Et puis, donc, c'est également un domaine à inclure dans la stratégie globale de visibilité en pensant Global Search avant tout. Concernant les perdants, donc je vais aller un peu plus rapidement, mais on notera qu'il y a des plateformes massives qui sont toujours visibles, mais par contre moins bons. Donc Amazon, eBay, Rakuten, Le Bon Coin. Ce sont des sites, des noms de domaine qu'on a l'habitude de voir assez régulièrement, qu'on sait qu'en termes de popularité, ces sites sont très populaires, très recherchés, et souvent même en direct, en dehors du SEO. On notera que des sites de dictionnaires de traduction ont perdu beaucoup de visibilité, donc que ce soit Larousse, le Reverso, etc. Donc on est vraiment sur des contenus statiques, et puis des acteurs e-commerce culture comme la Fnac, Allociné, Sens Critique, qui arrivent également à ne pas passer ce filtrage du core update et qui semblent être touchés par cette baisse de visibilité. Petit bémol peut-être, Méry, si tu me permets, sur les dictionnaires et traducteurs. Ce sont des sites qui viennent régulièrement à la hausse et à la baisse selon les core updates. Ceux qui suivent un petit peu les classements sauront que Sens Critique, qui d'ailleurs était Sens Critique, un sous-domaine à l'époque de West France d'ailleurs, eh bien, et régulièrement dans les gagnants ou les perdants ici cette fois, au Cambridge, au Pons, au Reverso, Larousse, etc. Et le cas de Wikipédia, et c'est intéressant Wikipédia. Tu sais ce que, tu sais ce que c'est toi, Méry, ça, Wikipédia? Pour moi, si je ne me trompe pas, je te laisserai compléter, me corriger, mais pour moi, c'est plutôt un espèce de Wikipédia, mais plus limité autour des entités. C'est le même contenu que Wikipédia, mais pour les enfants. Alors en fait, c'est du contenu. En fait, si tu veux, tu prends une IA, tu dis, voilà, rédige-moi tous les articles, mais pour destiné à des adolescents de 13 ans, eh bien, tu vas avoir exactement le même contenu. Et donc, du coup, tu vois, tu te dis, tiens, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe?
Tu vois, tu te poses la question. Et là, c'est intéressant d'aller chercher, justement. Ou encore, tu vois, Amazon.fr qui baisse. Bon, évidemment, ils sont gros, mais est-ce qu'ils baissent par rapport à Amazon.com en France ou c'est le domaine, c'est l'extension qui fait que ou pas, tu vois, bref, quand on peut être passionné et passer pas mal de temps sur ces graphiques, mais c'est pour faire un petit bémol par rapport juste au dictionnaire. Et ben, je me note ce dictionnaire. Ça risque de me toucher. Et pour répondre à ta question, Mathieu, donc, concernant l'autorité du domaine en SEO, la puissance de la marque, ou est-ce que c'est les deux? Alors, de mon côté, donc c'est les deux. L'autorité du domaine, c'est bien d'être visible sur sa marque, de faire citer sa marque. Mais par contre, si on n'a pas cette approche user-centrique, sur des requêtes assez concurrentielles, en fait, je pense que tu auras peu de chances de pouvoir remonter. Avoir une marque très puissante, très recherchée, mais par contre qui n'est pas cible, qui ne cible pas ce produit, qui n'est pas réputé en tout cas par rapport à un produit précis. Pour moi, de mon côté, donc c'est encore la même chose. Ça fonctionnera en partie, mais je pense que le cumul des deux, donc l'autorité du domaine, la puissance de la marque, et puis derrière l'expertise derrière les contenus, donc j'ajouterai un troisième cas qui fera qu'on puisse remonter beaucoup plus facilement. Donc, par rapport à cette troisième piste que je me suis notée, donc ce sont des contenus génériques. Donc, je pense notamment donc, à des dictionnaires, à des sites de critiques, à des contenus qui sont redondants, donc parfois très similaires. Et puis, j'ai envie de dire, souvent automatisés malheureusement, où on se dit qu'on a trouvé quelque chose, ça fonctionne à un moment, on le duplique, on se dit on va le scaler, on va le faire à grande échelle. Et puis finalement, on s'aperçoit que finalement, on perd cette expertise qu'on avait, cette touche fine qu'on avait au départ. En automatisant, en fait, on s'éloigne du cœur de ce qu'on avait pu faire. Et c'est souvent, donc, dans ce cas-là, pareil, qu'on envoie un mauvais signal. D'abord, dans un premier temps, on gagne de la visibilité, on gagne un peu de trafic, et puis on voit qu'à terme, ça stagne. Puis finalement, ça nous dessert. Chose. On se souvient, il y avait un cas qui était à 85. Vous pouvez le lire, ce cas sur Abondance. Et on sait que tu avais un outil qui prenait tout le contenu, les transcripts de YouTube, sur toutes les thématiques en plus, et qui faisait ensuite des articles. Et donc, automatiquement, nouvelle vidéo populaire, bam, transcript, article, etc. Et ils ont cru une croissance de malade. Et vous pouvez le voir dans l'article écrit. Et puis, au bout d'un moment, Google s'en rend compte. Ça a été dénoncé par pas mal de personnes, j'imagine, parce que c'était quand même assez incroyable. Et il se prend un cachou. Et c'est pour ça que on peut utiliser l'IA. Ok, c'est vachement utile. Mais il faut faire attention aux excès, le faire proprement, etc. Il y a des manières de faire. Du coup, en SEO, donc on a vu les gagnants, les perdants, et l'objectif, encore une fois, de ce webinaire, c'est de se dire qu'en fait, on peut gagner des positions, on peut en perdre, mais ça ne se fait jamais de manière hasardeuse. Et donc, l'objectif, ici, à partir de maintenant, c'est vraiment de pouvoir rentrer dans le sujet, creuser, et puis se lister les différentes hypothèses. Et donc là, on va faire une petite analyse de ces core bets, des gagnants et des perdants. Et donc, Nicolas, je te laisse la parole. Bon, alors sur le core deck de JUM, celui que je maîtrise le mieux en tout cas, j'ai regardé un petit peu les 100 résultats qui avaient pris, les 100 sites qui avaient pris des cachots énormes. Et il y a plusieurs choses, notamment sur les intentions de recherche. Vous savez qu'il y a des intentions de recherche, il y a le no simple. Le no simple, c'est quand Google il a déjà la réponse, il te répond même jusqu'à la barre de Chromium, par exemple. Teste-le si tu veux à côté de ce webinaire. Tu commences à écrire météo, tu vas pas avoir fini de décrire le mot que Google il t'a dit. Ok, dans ta ville il fait telle température, il fait tel climat. C'est incroyable, non? Eh bien, ça c'est du direct answer. Et si on va plus loin, sur des réponses un peu plus élaborées que la météo, évidemment, eh bien, on voit que on a des intentions, elles sont directement résolues dans la SERP en direct answer. C'est un petit peu les prémices de l'AI overview qu'il y a partout, sauf en France. Tu vois, moi, en Espagne, quand je travaille sur l'Espagne, l'Allemagne ou l'Amérique du Sud, je me casse les... Enfin, il faut réfléchir à comment être visible malgré l'apparence des AI overview. Les AI overview, ce sont des aperçus de réponses avec parfois des liens, parfois non. Et donc, sur la France, en tout cas, on voit ça.
Ensuite, il y a un critère que vous connaissez peut-être, qui a été popularisé, heureusement, qui s'appelle le EAT. C'est pour l'expérience et l'expertise, l'autorité, qui ensuite développe la confiance, le T de trust. Et l'expérience utilisateur, l'UX. Eh bien, on remarque que les gagnants, ils ont fait l'inverse de la plupart des perdants, c'est-à-dire qu'ils ont amélioré leur expérience utilisateur. Et donc, c'est plus simple, plus propre, plus espacé, plus attractif. Une vidéo, enfin, vous verrez, il y a un cas que va commenter Méris tout à l'heure, qui est un cas d'école, je pense. Et puis après, sur la fraîcheur, si l'IA est capable de faire du contenu élevé meilleur que nous, ben, nous, comment on peut se distinguer? Alors oui, l'expérience, non, le vécu, le que va transmettre, l'émotion, certes que l'IA a encore un peu de mal à faire, mais également sur la fraîcheur de la data avec un angle particulier. Et c'est intéressant de rafraîchir des contenus qui peuvent être obsolètes. Si je pense, imagine-toi, tu mets Jeux Olympiques sur Google, tu veux savoir peut-être probablement plus que de l'information sur les Jeux Olympiques, les derniers, ceux de Paris ou les prochains de Los Angeles, plutôt que ceux de Melbourne en 68. Hein. Et donc, du coup, d'où l'intérêt de la fraîcheur. Après, il y a toujours, je comprends toujours pas pourquoi il y a toujours des sites qui vont te mettre des interstitiels, des pop-up, de tout ce que tu veux, si tu vas jamais voir le contenu. Et enfin, encore une fois, il y a une vague de liquidation de ce type de site. Et puis, on voit des techniques. Alors, du coup, certains se disent, OK, ça marche pas. Ce que j'ai fait, je vais faire le même sur ce contenu, enfin, ce site, il est mort. Je l'ai bousillé, c'est pas grave. Je copie tout le contenu, je le mets sur une autre URL, un autre domaine, et on va voir si ça donne. Elle semble, c'est pas non plus prendre le grand jeu pour un pigeon. Et puis après, il y a des choses qui sont dans le domaine de Your Money, Your Life. Tu sais, ça, Your Money, Your Life, c'est tout ce qui va concerner ta santé, ton éducation, les finances, ces trucs qui sont critiques pour toi, tu vois. Eh bien, dans ce secteur-là, eh bien, on voit que ceux qui ont perdu, c'est ceux qui peut-être ont pas travaillé suffisamment l'authorship, enfin, la crédibilité comme auteur du contenu ou la méthodologie ou même voir les sources. Ah ben tiens, oui, alors j'ai pris dans les perdants, on a vu qu'il y avait Autoplus. J'ai dit, Autoplus, tu le connais toi, Méris, Autoplus? Tu vois ce que c'est? Oui, je vois ce que c'est, mais non, pas de lien direct. D'accord. Je ne suis pas derrière ce site. Non, c'est pas pour ça que je te dis, mais je veux dire, c'est une marque qui est connue depuis des années. Probablement, la génération de tes parents connaissent ce site-là. Enfin bon, c'est quelque chose de sérieux. Et ils se prennent moins 56% de visibilité et ils rechutent pareil en septembre avec l'autre update. Alors je me dis, bah attends, je regardais un peu. Allez, on va faire l'inspecteur Nico. Et quand donc, une des choses que je regarde, c'est les répertoires. Tu vois, les répertoires qui prennent des shoots, c'est repères pratiques, fiches techniques, actualités. Et je me dis, peut-être que c'est tout le site qui a pris un shoot comme ça. Et non, parce que ils ont quand même un domaine qui a également des sous-domaines et occasion et forum, ça reste stable, tu vois. Donc tu vois, on identifie déjà un peu le problème. On est sur trois répertoires à travailler, et donc grâce à Systrix dans ce cas-là, eh bien Autoplus c'est où c'est qu'il doit aller chercher, c'est ce qu'il doit aller modifier. Alors après il peut le rentrer dans les pages, etc., tout ce que tu veux évidemment, mais c'est eux qui vont aller le trouver. Et puis alors je dis tiens, je vais rentrer dans le répertoire pratique. Et tu vois l'hécatombe, quoi. Tu vois, sur un mot-clé qui est populaire en France, Dacia Bigster ou traceur GPS voiture, les coquins, eh bien, ils avaient été position 4, et là, ils sont hors CERF, c'est-à-dire plus de la 5e position. Donc, ça fait pas mal de volume de trafic qui perdent. Et donc, qu'est-ce que ça. C'est dommage, parce que sur. L'impact il est fort pour eux, et ça veut dire également l'impact de visibilité à moins de clics et moins de revenus derrière, forcément. Donc, faut faire attention à la fragilité des contenus pratiques en particulier par rapport aux signaux de qualité, d'autorité. Mais on en parlera un peu plus à tout à l'heure. Ah, mais sur les gagnants, tiens, oui, tu as raison. Sur les gagnants, alors tu vois, parce que tout n'est pas pessimiste, vas-y, on va pas se pendre non plus. Regarde les gagnants.
tu as des banques d'images, tu as, là j'ai vu Bouygues, donc c'est les comme qui prend Thierry Pro qui essaie de se faire une place, et ça marche. Et pourtant, il commence à zéro comme tout le monde, avec un nouveau domaine, etc. Donc, c'est-à-dire que si tu travailles bien, à partir de zéro, tu peux réussir. Ok. Et pardon. Donc, c'est quoi les points communs, quoi? Je me suis dit, allez, je vais pas analyser tous les domaines non plus, mais c'est que tu as un EAT qui est costaud, d'accord? Alors, tu as renforcé le côté académique, officiel, mais pour sûr, hein, tu ne vas pas te l'inventer. Mais par exemple, si tu fais partie de. Si tu es avocat et que de l'ordre des avocats, ben, peut-être que ça vaut le coup d'avoir un lien vers, par exemple, ta fiche de ton ordre d'avocat sur le site officiel. Tu vois, c'est petit truc, tu vois, comme ça. Bref, quand tu es identifié comme un expert légitime, ben, tu as tout ton contenu qui est de suite qui est boosté, quoi. Si on parle de niche passion, communauté spécialisée, eh bien, tu as quand même, malgré tout, des spécialistes qui vont monter. Je bois un coup parce que sinon je vais. Donc, après, compris que pareil, c'est pas parce qu'on fait un seul type, qu'on est sur un seul petit secteur, qu'on va se dire, mais non, Amazon, il va me noyer, non, ou c'est Discount, ou la rue du commerce, ou rue du commerce, je sais plus. Et non, tu as ta possibilité. Google veut des gens qui soient crédibles, spécialisés sur un secteur. Et tu le vois. Ils sont boostés parce qu'ils ont cette autorité que Google leur otorgue. Donc, pardon. Sur les gens qui sont dans le retail ciblé, on gagne sur le généraliste. On a le Your Money Your Life que j'expliquais tout à l'heure qui est verrouillé, donc on va favoriser des sources plus fiables et académiques, et expérience utilisateur. Évidemment, c'est beaucoup plus agréable d'avoir un contenu espacé, facile à lire, c'est que l'utilisateur participe au contenu attractif, il va rester plus de temps, et on sait que c'est un critère qui va à travers la mesure de Google, de Chrome, Google va apprécier, il va te privilégier. Donc en fait, tu vois, c'est des choses qui paraissent logiques, Améris, tu vois, tu le sais, mais tu te dis, mais ok, maintenant que qu'on te le dit, ok, il faut que je le retravaille et voir dans quel cas je pêche, quoi, je prends des shoots. Et puis t'en sortir avec ce type de regarder ce que font de bien les autres, quoi. Exactement, je pense que ça rejoint un peu ce qu'on disait également tout à l'heure, c'est-à-dire avoir cette prise de hauteur et puis se questionner, se dire est-ce que je fais les choses bien ou pas, avoir cette vue d'extérieur. Je pense que c'est vraiment les choses à faire prioritairement assez rapidement pour se dire est-ce que je suis bon, est-ce que j'aurais pu faire ça différemment, et derrière se dire comment j'aurais pu faire en me basant un peu sur l'expérience des gagnants, donc des personnes qui ont déjà réussi à faire ces choses-là. Je vois qu'il est 46, on va juste accélérer un petit peu, Nicolas, si ça te va. Allez. Je te laisse rapidement, donc sur cette core update, on a un changement clair sur l'expertise. On veut du concret, on veut des gens qui se différencient, pas qui se noient dans la masse parce que ça marche. Du contenu générique, laisse tomber, l'IA le fait mieux que toi, et puis Google va le créer lui-même. D'ailleurs, l'IA avec l'expert mode, avec les AI overview, donc même si c'est pas présent chez toi, c'est une réalité. Concentre-toi à travailler ton EAT. Il y a un article d'ailleurs le blog du modérateur qui parle de des sites Your Money Your Life, et une des solutions c'est l'EAT à travailler. Je vous laisse le lire. Et puis voilà, faut penser que le core update, l'idée, c'est d'améliorer l'expérience utilisateur. Fais un truc qui te ressemble dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que tu montrerais à ta maman, pour reprendre une idée, une expression qu'un célèbre consultant n'hésite pas à dire également. Donc vas-y, fais ce genre de choses. Alors, petit focus ici, on a pris la requête Abridjardin de Bois. Donc, c'est une requête sur laquelle le roi Merlin est beaucoup challengé. Alors, j'ai pris ce cas, donc non pas parce que le roi Merlin est en perte de position, de vitesse ou autre, mais c'est une requête qui me semblait assez intéressante, et ça me permettait de nous rapprocher un peu de la réalité et de tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure avec un cas concret.
Donc, abri de jardin de bois, donc on voit que le top 3 aujourd'hui des sites positionnés, donc on a Chalet de Jardin, on a tous Chalet comme, et puis le Roi Merlin qui arrive en 3e position. Donc, si on reprend un peu ce qu'on s'est dit depuis le début, donc logiquement, on aurait tendance à penser que le Roi Merlin est le site le plus légitime sur cette requête, par rapport à sa force de la marque, par rapport à son catalogue, par rapport à plein d'autres KPI. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que après cette mise en ligne de ce cornet, Chalet de Jardin a tendance à rester beaucoup plus que d'habitude en première position, et un Leroy Merlin qui essaie de les challenger sur cette requête. Donc on sait que les critères qui ont impacté derrière, en fait, qui entrent en jeu, donc on a la partie contenu, on a l'autorité, l'expérience utilisateur, et puis on sait également, donc un facteur supplémentaire, c'est la diversité de la SERP. Donc Google a tendance de plus en plus à faire de la place à des petits acteurs, au fil de l'eau à des petits acteurs, mais par contre experts. Donc c'est vraiment le mot à pousser. Donc on peut être très bien un petit site et puis se dire je vais aller challenger le plus gros du secteur parce que moi j'ai l'expertise et la personne en face, en fait, le site en face ne l'a pas. C'est peut-être un petit produit pour le Roi Merlin, donc c'est peut-être la raison pour laquelle ce n'est pas travaillé, ce n'est pas attaqué directement. Mais par contre, on peut être un petit acteur et donc se défier, se mettre des challenges qui peut nous sembler un peu fou au départ, mais en fait, qui sont réalisables. Donc, j'ajouterai sur la table, du coup, une 4e piste par rapport à ce qu'on vient de se dire, donc à savoir que Google va privilégier des sources fiables, visibles, mais surtout différenciantes. Et donc, en étant un expert du sujet, en fait, on aura toujours cette approche différente des autres, parce qu'on a l'expertise, on a du recul, et on sait ce que l'on dit. Donc là, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai pris une capture d'écran de la page de Leroy Merlin. Donc je vous laisse regarder un peu à quoi ça ressemble. Donc on a notre fil Ariane, on a un petit encart ici avec des encres qui vont nous pousser vers des pages profondes du site par mètre carré. On a un petit texte SEO, on a du serviciel à ce niveau-là. Et quand on descend un petit peu plus bas dans la page, donc on verra qu'on a toute une série de produits qui ciblent et qui répondent à l'intention de recherche directement. Donc c'est un site qui est complet avec une bonne réputation. Pas besoin de le rappeler, le Roi Merlin. On a de la profondeur, du maillage descendant. Donc on voit qu'on est vraiment sur de la longue traîne. Tout un silo est consacré. Du contenu SEO qui a été optimisé pour le SEO, donc on le voit. On a le côté local. Tu peux le retirer donc soit dans une boutique, soit on te le livre. Et puis en termes de produits, c'est 1229 produits au total proposés par le Roi Merlin. Donc on a envie de se dire qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que de remplir déjà ces critères, d'avoir une UX en tout cas qui semble répondre à un besoin précis, avoir des avis par produit dès qu'on a l'occasion, donc les mettre en avant. Mais par contre, derrière, donc le seul point négatif que j'ai sur cette page-là, c'est le nombre de domaines référents. Donc c'est le nombre de sites qui ont été testés, qui ont donné de la puissance à cette page de manière externe. Donc j'ai que 4 domaines notés. De l'autre côté, si je prends ce premier site, donc Chalet de Jardin, qui arrive premier encore une fois sur cette requête. Donc pareil, une capture d'écran sur cette partie-là où je note différents points. Donc on voit que d'un point de vue UX, expérience utilisateur, expérience client, c'est le jour et la nuit. Donc on a l'impression qu'on est vraiment sur un site ancien, vieux. On notera donc sur ce côté-là le nombre de produits également. Donc on peut s'attendre à ce qu'ils aient beaucoup de produits, mais la réalité c'est qu'ils ont seulement 163 produits. Donc quasiment 10 fois moins de produits qu'un Leroy Merlin. Mais par contre, ils arrivent à passer en page 1. Et donc, on a essayé d'un peu de comprendre le pourquoi. Et donc, on a noté directement ici donc, les points forts. Le premier point fort, c'est que cette page est plutôt en haut de structure, donc elle est poussée, travaillée. Et donc, on voit que c'est une priorité pour le site Chalet de Jardin. Il propose un numéro de téléphone. Donc, ça montre encore une fois le côté proximité, le côté je maîtrise la chose et je suis disponible. Ils proposent plusieurs types d'abris. Donc, dès le haut de la page, en fait, ils vont rediriger l'internaute vers des pages par type d'abri, traditionnel, moderne, isolé. Ils mettent en avant un expert avec lequel on peut échanger, discuter, valider avant d'acheter. Donc, à savoir que les prix ne sont pas forcément donnés. Donc, c'est fort utile. Potentiellement, la cible des personnes qui cherchent à acheter un abri de jardin, donc c'est potentiellement pour un enfant. Donc, on est peut-être sur des personnes qui ont un certain âge. Et donc, on peut pareil se dire que cette personne a plus l'habitude de voir en tout cas des sites un peu de ce type-là, sous ce format-là.
Et puis, donc malgré que cette partie UX ne soit pas là, ce site arrive à se positionner en première position. Donc d'un point de vue KPI SEO, donc ce que je retiens moi sur cette partie-là, c'est vraiment de me dire, à chaque fois que je cible la bonne personne avec le bon contenu, avec le bon angle, en fait, même si l'UX n'est pas là par rapport aux autres sites, on a des chances de pouvoir remonter. Donc l'UX ne fait pas tout finalement. L'expertise peut passer devant, à condition bien sûr que les concurrents ne le fassent pas. J'ai également ajouté un petit KPI supplémentaire ici, c'est le domaine référent. Donc on voit que c'est pour le chalet de jardin, c'est quand même une page qui cherche à booster et qui semble être vraiment prioritaire pour eux. Donc ce que ça change par rapport à ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, donc on va vers du SEO de plus en plus qualitatif. Donc il va falloir montrer qu'on mérite ces top positions. L'objectif n'est pas forcément d'en produire plus, on peut en produire moins, mais mieux, avec des contenus différenciants. Mettre en avant des auteurs, des experts, des preuves pour montrer encore une fois qu'on maîtrise le sujet. Renforcer l'expérience utilisateur à travers du maillage interne, la vitesse, la clarté de la page. Et puis donc derrière, donc à chaque core update, avant, après, pouvoir surveiller cette visibilité sectorielle et savoir qui sont les concurrents qui sont impactés pour pouvoir réajuster et puis améliorer en continu ce qu'on fait. Donc le SEO, il faut vraiment se dire que le SEO aujourd'hui n'est plus une bataille en termes de volume, mais vraiment de qualité et de crédibilité. Un petit case study donc avec Groupama, donc pour mettre un peu de contexte sur cette requête assurance habitation. Donc on a constaté une forte baisse. Alors on était souvent en page 1 sur cette requête, donc on voit qu'on était entre le milieu de la page 1, un peu au-dessus, entre 5 et puis à peu près 11-12 globalement pendant un petit moment. Un core update, celui de juillet 2024, donc celui de l'année dernière, est passé par là, et puis comme on l'évoquait tout à l'heure, donc ce drop qui est arrivé avec une forte perte de position. Donc on ne parle pas que de quelques positions, mais on parle vraiment beaucoup de places perdues, puisqu'on s'est retrouvé en page 3 derrière cette mise à jour. Entre-temps, on a pu tester pas mal de choses, modifier à travers des quick wins, donc des petites actions simples, en ajustant, en testant, en mode vraiment test and learn, mais petit à petit. On a essayé de faire pas mal de choses jusqu'au mois de mars en fait. On s'est dit, ça y est, on va passer la nouvelle page en ligne en repensant cette structure. Il faut de la patience, hein, tu vois, parce que tu prends un shoot en juillet 2024, tu fais les corrections, et c'est à partir de l'autre core update que tu remontes. Et c'est important d'expliquer à des clients qui peuvent parfois se dire mais qu'est-ce que vous faites, quoi. Clairement, et puis ça n'était pas une requête isolée, c'était le cas également sur la requête assurance auto, donc le constat est pareil. Donc on est en page 1 de Google, on remonte assez bien, et puis ce qu'on constate derrière, c'est qu'il y a une forte chute, encore une fois, avec le passage du core update. Et puis donc une page qui a été testée, itérée à plusieurs reprises, donc on a à chaque fois l'impression qu'on remonte, mais finalement on retombe à plusieurs reprises, et donc pareil, donc on a retravaillé la page dans un second temps pour pouvoir remonter dessus. Juste par rapport à l'approche, donc sans rentrer forcément trop dans le détail, mais on a retravaillé l'intégrité du contenu avec un seul objectif, pouvoir mettre en avant l'expertise et le faire ressortir à travers chacun de ces blocs. Donc il y a eu toute une phase de suppression de contenu inutile, un ciblage des personas, une mise en avant des points forts, et puis derrière des cas concrets, par exemple autour des sinistres. On a derrière également réduit le nombre de liens sortants. Donc sur la version actuelle qu'on a aujourd'hui sur le site, on a seulement 66 liens qui sortent de la page. Donc on a essayé de redresser cette partie-là et de cibler vraiment chaque lien sortant, de manière à ce qu'on se dise que à chaque fois que l'internaute clique sur un lien, en fait c'est un nouveau parcours qui démarre, et donc on essaie de repenser à chacun de ces liens. Et sur ces 66 liens aujourd'hui, 48 sont des liens internes. Donc on voit qu'il y a vraiment très peu de liens vers des pages autour du produit. Et surtout que dans ces 48 pages, en fait, on inclut la navigation. En dehors de ça, pas d'autre action technique qui est passée. C'est-à-dire qu'on n'a rien modifié d'autre. On est resté vraiment sur du b.a.-ba. On a juste repris certains modules qui existaient déjà pour pouvoir retransformer certains éléments et puis avoir encore une fois une clarté au niveau visuel, que ce soit sur la version desktop ou la version mobile. La réalité, le constat, c'est que, comme tu le disais, donc après le core update qui est passé et le dernier jour, donc le 17 juillet exactement, donc on a vu un premier rebond et puis donc une reprise des positions à un niveau au-dessus, donc bien meilleur de ce qu'on avait pu voir et connaître en 2024.
Donc aujourd'hui, Groupama fait partie du top 5 derrière cette requête très concurrentielle. Le constat est pareil sur l'assurance auto. On oscille entre la 6e, la 5e place, mais en position moyenne, en tout cas, sur ce mois-ci. Donc, on note également une forte hausse et puis on revient encore une fois à la hauteur de ce qu'on avait pu voir avant. Et donc, comme tu dis, Nicolas, en fait, l'idée, c'est de ne pas abandonner, c'est croire à ce qu'on fait. Et puis, donc, parfois, il faut de la patience, mais parfois, ça ne suffit pas. Donc, il faut continuer, il faut travailler. Et puis, en travaillant, l'idée, c'est de travailler une page et derrière se dire, pendant que cette page en laquelle j'y crois, je vais aller travailler les pages annexes autour pour pouvoir également booster tout le silo, et pas qu'une seule page. C'est sûr que là, il vaut mieux être bien accompagné parce que quand tu par une agence, par exemple, parce que quand elle a fait du bon boulot, un SEO, la patience, c'est la mère de toutes les sciences. Exactement. Et puis, donc, je te laisse derrière du coup la parole donc, sur une dernière section avec des bonnes pratiques à mettre en place. Donc, dans un premier temps, avec une checklist. C'est ce que tu avais retenu en particulier, ouais, vas-y. Exactement. Donc, juste ciblage, intention, contenu différenciant, confiance, preuve, expérience utilisateur. Je pense que c'est vraiment les mots qui doivent ressortir à chaque fois qu'on n'arrive pas à passer ce cap après une mise à jour incordate. Mais également, même, j'ai envie de dire, en temps normal, dans le running classique, c'est se reprendre ces différents éléments-là et de se donner un petit scoring entre 1 et 10 et se dire est-ce que je cible la bonne personne, est-ce que je réponds à l'intention, est-ce que mon contenu est différenciant ou pas. Et à chaque fois, se mettre une petite note entre 1 et 10 et puis se dire ok, si je ne suis pas bon, qu'est-ce que je peux faire de mieux. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est encore une fois donc, d'aller voir la concurrence, ce qui est fait ailleurs, pour pouvoir relativiser et se différencier. Ouais. Bon, alors si tu es là dans ce webinaire, c'est probablement parce que tu as pris un shoot durant le cours AB, tu ne sais pas trop quoi faire, vers quelle piste t'orienter. Alors, t'inquiète pas, la boîte de sauvetage, je te l'envoie en trois points. Premier, vérifie l'intention de recherche, d'accord? Si c'est en gros, sur les requêtes simples, que si des réponses rapides, tu as perdu du contenu, peut-être qu'il va falloir que tu fasses du contenu plus lent, plus deep, comme c'est à la mode, avec peut-être, je sais pas, trouver d'autres choses qui se font te dire, ok, je suis un expert et c'est pour ça que la prochaine fois, c'est mon contenu avec la réponse simple, certes, mais le reste qui prouve que je suis capable de répondre un peu plus profondément. Ensuite, prends-toi, je sais pas moi, 20% des pages qui te génèrent les 80% des pertes, tu vois, comme on a isolé par exemple les répertoires plutôt que tout le site en particulier, tu vois, tu fais la même chose pour toi, et Meris te l'a expliqué, qu'est-ce qu'il a fait avec un gros site de l'assurance, c'est pas n'importe quoi, avec des enjeux basiques, il faut s'accrocher, et il a repassé toute la page avec une réécriture, avec du maillage interne, il te l'a dit, des critères de preuve, l'UX, tu as vu comme c'était agréable le contenu qu'ils ont refait avec des couleurs, etc. Bref, tu repasses tout le contenu, c'est surtout des pages critiques comme ça. Et puis, les rich snippets avec le schéma.org à regarder techniquement. Après, je sais que souvent vous avez la course au revenu avec l'envie. Ça te démange, quoi. Tu as envie de mettre de la publicité partout. Allez, chaque 30 secondes, bam, une nouvelle pop-up. Non, mais en fait, c'est à long terme, peut-être qu'à court terme, ça va faire plaisir à ton boss, mais à long terme, c'est suicidaire. Donc, ça, on le sait depuis un moment, hein, mais encore une fois, on le retrouve ça, sur le core update. Donc, vas-y, tu réduis les interstitiels, la cité de pub, etc. Et pense que ton site, il doit être top sur le mobile. On est sur mobile first index. Alors du coup, améliore les capacités de ton site à être rapide et accessible sur mobile. C'est une chose que beaucoup semblent oublier alors que c'est clé. Donc ensuite, si Meris, si tu es, et puis on va reprendre des valeurs clés. Après je dis si tu es gagnant, ce que tu peux faire, hein, c'est que le AT, on a parlé, auteur, bio, diplôme, vas-y, tu y vas. Les sources avec des liens, tu le mets aussi. Une mise à jour, fraîcheur, c'est un petit pense également. Et puis
si tu es sur un site qui est plutôt éditorial, pas forcément journal, hein, attention, pense à déclarer ton intention, ton éthique. Ça paraît important, peu important, mais en fait, dans les CGU, dans les conditions générales d'utilisation, dans tous les petits fichiers annexes, ben, ça peut jouer, là, ça peut faire la différence. Richesse produit service, oui, ben oui. Tu l'as vu quand Mérici l'a fait avec l'assurance, les comparatifs de différents produits, de différentes offres. Pense à tout ce qui peut jouer à ton avantage, et affiche-le de façon sympa. On parlait des avis vérifiés. Par exemple, ça peut être un élément externe pour gagner en crédibilité aussi. Fort aux questions, etc. Des indexations, ça c'est des fois... J'appelle à mon ami Olivier Dufay, qui est d'ailleurs à Toulouse aussi, et qui, lui, il pense aux pages de zombies, supprime-les ou fait en sorte de les gérer. Alors, pas forcément c'est pas toutes des pages de zombies, c'est-à-dire des pages qui n'apportent rien, qui alourdissent le site, qui démontrent l'inverse de la pertinence. Mais tu peux avoir du contenu un peu plus faible, des doublons, ou un contenu généré par l'utilisateur, tu vois, qui sera de faible valeur. Fais quelque chose, mets le no-index, fais de la communication, fais quelque chose avec ça, parce que ça pollue, et souvent quand on a un gros site, on ne s'en rend pas compte, mais ça s'accumule, un peu comme chez toi, tu sais, quand tu dis, ah mais je vais garder ça pour si un jour je vais en avoir besoin, tu vois, et puis au bout d'un moment, tu as une pièce chargée de trucs, tu dis, bon, allez, le ménage de printemps, ça sort. Mais c'est pareil pour ton site. Au niveau technique, ouais, si je te l'ai dit juste avant, si tu sais pas le faire, fais-toi accompagner par une agence, mais il y a des choses basiques techniques comme l'implémentation du protocole schéma.org pour expliquer que ta page de quoi elle parle, ou ton auteur c'est qui, tu peux l'identifier de manière facile pour que Google il comprenne de suite avec ses processus sur robot quand il croppe ta page de quoi il s'agit, d'accord? C'est basique encore ça, une fois, mais quand on voit les sites qui se sont plantés, je me suis dit, ah ben tiens, regarde, là, il y a un peu d'autres points communs, c'est ça. Et puis enfin, si tu es gagnant, ben vas-y, allez, profite-en, vas-y, déroule, parce qu'il faut profiter de l'avance quand tu l'as. Par exemple, quand tu consolides tes acquis, ta partie ta page auteur, non, t'as Gérard Dubois, qui est une vraie personne qui bosse pour ta boîte et qui fait aussi des tests de ta personne. Eh bien, raconte pourquoi pas, s'il est passionné pour son métier, mettre un lien vers son Instagram personnel, renforce, c'est un exemple, hein, c'est pas dit qu'il fallait faire ça, hein, mais il faut renforcer la crédibilité de ton auteur, être à jour régulièrement les contenus, et pas artificiellement, parce que je ne dirais pas qui, mais je connais plusieurs groupes qui ont fait quoi, qui ont dit, mais tiens, on va rajouter un critère à côté de mise en ligne avec, il y a un schéma.org qui permet de te dire date d'update, de mise à jour. Et il te le rajoute comme non, mais ça marche pas. Google, il sait que ton contenu n'a pas été mis à jour, ou que tu as ajouté 3 virgules. Non, on parle pas de ça, mais d'une vraie mise à jour. Multimédia et schéma. Je vais rester sur le multimédia en particulier. J'ai fait une conférence en 2024 pour la fête du SEM, et j'ai expliqué comment le contenu multimodal était important. Bon, imagine-toi, tu as créé un article de malade sur les perceuses électriques. Fais-en un épisode de podcast, ok? Tu fais une intro, tu mets le contenu lu de l'article, une outro, et ça, tu le mets sur toutes les plateformes de podcast qui existent. Et en plus du lien sur la page. La personne qui est sur ton site, elle va pouvoir l'écouter si elle ne veut pas forcément le lire, elle va passer du temps, et aussi, c'est encore un critère de pertinence pour vous, on est d'accord. Et puis, puisque tu l'as à l'audio, passe-le en vidéo. Tu prends un monteur, si tu es ou un indépendant ou si dans ta boîte, et tu vas faire des vidéos sur ça, qui va mettre en image dynamique ton contenu. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu vas faire avec cette vidéo? Tu vas l'intégrer dans ton article, par exemple. Donc, tu vois, Google, qu'est-ce qui va se passer? Il va aller sur ton site, il va voir que c'est dynamique, que c'est attrayant, il y a différents types de contenu, etc. Ça va l'aider. Je ne te dis pas que c'est ça qu'il faut faire, absolument, mais si tu as déjà de l'avance, prends-en plus. Hein, bon, bref. Doubler, excusez-moi, je m'emporte, je suis passionné. Doubler la mise, voilà, plus de pratique. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'on est légèrement en retard. Plus de profondeur sur plus de profondeur, plus de spécialisation. T'imagines. Et
si tu as envie que ton site soit cité par les IA, parce que c'est un petit peu la nouvelle mode, eh bien, il va falloir te positionner sur plein de keywords. Et c'est pas les premiers sur un seul keyword qui sont cités par les IA. Par les IA. Qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que si tu es 3 ou 4e, mais sur pas mal de keywords, eh bien, tu as plus de probabilité qu'une IA te cite dans sa réponse. Et alors, si tu cites avec le lien, voilà, c'est le Graal. Et pour le vérifier, comment tu fais? Eh ben, tu peux prendre, tu peux essayer Systrix. On a un outil gratuitement d'ailleurs, et on a un outil d'IA justement qui inclut. Et ouais, à la différence de certains autres outils qui te le mettent en option payante, non, là, tu peux le tester. En plus de voir ta visibilité sur Google, tu peux l'avoir sur les IA, que ce soit Gemini, ChatGPT, voire même DeepSeek, tu vois. Donc, tu as le choix. Top. Bah, beaucoup de sujets vus ensemble, donc pour un peu résumer un peu ce qu'on vient de se dire. Donc qu'on soit gagnant finalement ou perdant, en fait, l'idée, bah, c'est de ne pas rester sur ce qu'on a déjà acquis ou par rapport au fait accompli. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller toujours un cran plus loin en pensant utilisateur et se dire qu'on est dans un monde où, encore une fois, donc, quasiment un contenu sur 2 sera rédigé à court terme par de l'IA. Et donc, en fait, finalement, nos concurrents, au bout d'un moment, donc, seront ces mêmes IA. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir rénover, d'innover et de montrer nos différences. Et je pense qu'en ayant un peu ce KPI en tête, je pense que c'est vraiment le meilleur moyen de pouvoir s'en sortir et surtout de pouvoir continuer à faire des efforts et puis surtout mettre ces efforts au bon endroit. Je suis d'accord avec toi. Voilà de notre côté. Donc effectivement, on a débordé de 10 petites minutes. Donc on a essayé de répondre à des questions aussi en live, mais si jamais vous en avez d'autres, donc on peut rester un petit peu en ligne avec Nicolas. Mm-hmm. Tout à fait, avec plaisir. Et tu as une bonne réponse, hein, le cas de Doctissimo, c'est exactement ça. Hein, est-ce que l'ancienneté te protège? Ben non, pas du tout. On l'a vu avec par Zelker qui prend le lead sur l'acteur historique Doctissimo. Donc voilà. Il faut y croire, avoir une stratégie différente et encore une fois, donc avoir un positionnement qui nous différencie des autres. Et puis, il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir remonter sur une requête. Tout est après une question de stratégie, de vision et de temps, malheureusement. Pour ce troisième point, on est un peu dépendant de Google. Avec plaisir, Alban. Avec plaisir, Mathieu. Et puis, vous pouvez retrouver IFEN sur les réseaux sociaux. Peut-être tu avais la page avec LinkedIn. Oui, sur LinkedIn, exactement. Donc, si jamais vous avez des questions, des choses, donc que ce soit côté Nicolas ou de mon côté, donc on a partagé nos adresses mail. Pareil pour nos pages réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si jamais il y a un sujet. Effectivement. Au plaisir de vous rencontrer dans des événements sur Twitter, partout. Hein, avec plaisir pour rendre des coups de main. Avec plaisir. Parfait. Et ben, je vais arrêter la vidéo et puis donc arrêter le partage également. Et puis encore une fois, donc si jamais vous avez une question, un point, donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Très bonne journée.